Bonjour à tous et bienvenue sur Club Deal. Club Deal, c'est un podcast qui va vous aider, vous, investisseurs débutants ou confirmés, à développer votre stratégie d'investissement immobilier. Je m'appelle Loïc Audet, cofondateur d'ImmoCities. ImmoCities est une solution d'investissement locatif clé en main. Nous accompagnons depuis 2012 des milliers d'investisseurs dans toutes les étapes de leurs projets sur les plus grandes villes de France. À travers des discussions auprès d'experts et de témoignages d'investisseurs, je vous propose un véritable partage de savoir et d'expérience. Mindset, financement, recherche de biens rentables, travaux, ameublement et gestion locative n'auront plus aucun secret pour vous. Si vous souhaitez rejoindre la communauté d'investisseurs ImmoCities et recevoir en priorité et gratuitement nos dernières opportunités, rendez-vous sur immocities, i2mocities.fr. Pour toute question en rapport avec l'investissement immobilier, je réponds sur les réseaux sociaux LinkedIn, mais surtout sur Instagram, Loïc-Audet. Constituer son patrimoine, son épargne financière et appréhender ses futurs investissements immobiliers est pour nous un enjeu majeur qui ne s'improvise pas. Aujourd'hui, je me rends chez Anthony Calci, gestionnaire de patrimoine, partenaire ImmoCities et fondateur de Calci Patrimoine. Vous êtes salarié, chef d'entreprise ou encore expatrié et avez des objectifs de vie ? Anthony vous conseille et vous accompagne dans toutes les étapes de votre futur projet. À travers ce podcast, Anthony nous propose un véritable tour d'horizon des meilleurs placements et investissements à réaliser en 2020. Nous verrons également que l'immobilier, et plus particulièrement l'investissement locatif, reste et restera le placement préféré des Français. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Anthony, merci de me recevoir. Salut Loïc. Est-ce que tu peux te présenter ? Qui est Anthony Calci ? Alors Anthony Calci, c'est un conseiller en gestion de patrimoine. Donc je vais pas parler de moi à la troisième personne, mais parle de toi. Je suis conseiller en gestion de patrimoine. J'ai 35 ans. Je fais ce métier depuis 10 ans. Donc j'ai créé mon cabinet assez jeune, puisque j'avais 26 ans. Ouais, c'est jeune. J'ai fait des études d'économie. D'accord. T'as fait quoi comme école ? J'ai fait 4 ans de Panthéon. D'accord. Université 1 de Paris et le Master 2 à Assas. D'accord. Donc, à la base, moi, j'adore l'économie et je pense que c'est assez utile pour mon métier puisqu'il faut comprendre les marchés où on investit et l'environnement économique. À part ça, je suis un Parisien. Et fier de l'être ? Et fier de l'être. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, donc j'adore cette ville. Et du coup, je suis tombé dans le métier par hasard. D'accord. D'ailleurs, raconte-moi un peu ton parcours. T'as peut-être pas commencé directement, même si t'as commencé à 26 ans. T'as peut-être fait des petits jobs. Alors oui, je viens plutôt d'un milieu modeste. Donc, j'ai fait beaucoup de petits jobs de restauration, dans une salle de sport, dans les magasins de vêtements. Et après, pour payer mes études. Ouais. Et j'étais boursier. D'accord. Donc, à la fin de mes études d'économie, donc on a beaucoup de savoir théorique, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va faire. Et puis un chasseur de tête m'a dit que je pouvais être conseiller en gestion de patrimoine, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai intégré un cabinet qui, pendant 1 an et demi, m'a formé. J'ai commencé. Et très rapidement, très rapidement, je voulais créer mon propre cabinet, mon cabinet. Mmh. Ça n'a jamais été mon truc d'être salarié, d'avoir un patron. Donc au final, à part tes petites expériences en extra, donc là c'était ton vrai premier job. Ouais. Et ton vrai premier job, le premier, c'était gestionnaire de patrimoine. Ouais, j'ai fait quasiment que ça. J'ai eu quelques mois d'expérience en tant que courtier sur le marché du carbone, mais vraiment à la sortie de l'université de mon Master 2, je suis devenu conseiller en gestion de patrimoine et au bout d'1 an et demi, j'ai créé mon cabinet. Donc à 26 ans, j'ai créé mon cabinet. D'accord. T'as commencé sur Paris, j'imagine ? Sur Paris, donc par un groupement qui avait été créé par AXA. Donc aujourd'hui, je suis toujours dans un groupement qui s'appelle Magna Carta. On est 70 cabinets. D'accord.
Donc, donc ils m'ont aidé à créer mon cabinet et je me suis développé par les nombreux articles que j'ai pu écrire sur mon blog. Il faut savoir que Anthony est une vraie star. Tu as fait plein d'apparitions, donc notamment Capital, l'émission télé. Tu as fait BFM, tu as fait beaucoup de choses. Tu as des bonnes relations. Oui, alors les apparitions médias comme ça, ça met un coup de projecteur, mais c'est surtout que j'ai beaucoup travaillé pour écrire des articles, donner mon avis. Après ça, je pense que c'est d'abord ça qui a fait que j'ai été visible, que j'ai eu des clients. Et oui, pour la petite histoire, je crois que ça doit être la première année, peut-être en 2012. Donc j'ai créé mon cabinet en 2011. Je suis passé sur iTélé en direct pour commenter David Cameron qui parlait de faire le tapis rouge aux Français. D'accord. Et je dois dire que à cet âge-là, avec assez peu d'expérience, c'était une expérience un petit peu marquante, mais oui, ça a un peu lancé Toi, tu sais que c'est du direct, t'as pas le choix, faut y aller, peu importe ce que tu dis, tu bafouilles, ça passe. C'est ça, ouais, le direct, il t'appelle à 10h, faut être à 11h30 sur le plateau de iTélé. Donc, c'est un peu lancé un petit peu le côté, je vais être dans les médias, j'écris. Mais je préfère le côté de montrer mon expertise dans des articles spécialisés et d'abord être un bon conseiller en gestion de patrimoine avant d'être un journaliste. Ouais. Du coup, tu ouvres Calci Patrimoine en 2011. Tes activités du début? C'était dur. Je crois que le démarrage, voilà. Le démarrage, pendant un an, j'avais pas de clients. Mais par contre, beaucoup venaient me voir parce que j'écrivais. Donc après, j'ai beaucoup travaillé pour améliorer mes conseils et continuer à écrire. Et donc, je suis toujours un peu déterminé par le fait de m'améliorer. Ouais. Ça, c'est une caractéristique que j'adore apprendre et j'essaie toujours de faire mieux. Après, donc, j'ai fait le meilleur master de gestion de patrimoine qui est à Clermont-Ferrand. Ouais. Qui s'appelle l'OREP. C'est à la fois des notaires, des avocats, des experts-comptables, des family office, des banquiers privés des conseillers en gestion de patrimoine qui font ce master. D'accord. Donc ça a rajouté une corde à mon arc d'expert pour faire mon métier. D'accord. Donc du coup, tes premiers clients, ils sont venus parce que tu écrivais. Ouais. Donc tu veux dire certainement des choses très intéressantes. L'approche de ces clients, du coup, ça s'est passé comment? Ils étaient plutôt en recherche de quoi? De quel type de produit? Alors, mon métier, c'est d'abord de faire du conseil. Donc, il faut que je connaisse mon client, ses objectifs, sa situation. Donc, je peux tout faire, tout type de placement financier, tout type d'investissement immobilier. Donc, si le client a le profil pour avoir autant de l'assurance vie que de l'immobilier direct, du capital investissement, il peut tout avoir comme il peut avoir qu'une seule des solutions. Donc, les produits, quand les clients arrivent avec un produit, parfois ils repartent avec autre chose parce que le produit qu'ils avaient en tête, c'était pas le bon. Oui, ils correspondaient pas à leurs besoins. Non, et ils comprenaient pas les risques, comprenaient pas les avantages. Donc, c'est d'abord le conseil. Moi, je suis une profession très réglementée, donc je suis à la fois courtier en assurance, agent immobilier, conseiller en investissement financier, donc ça c'est l'AMF. Donc, je me dois de faire des stratégies patrimoniales les plus objectives possibles. Donc, J'ai tout type de solutions. Mais un des premiers articles qui a fonctionné, j'ai écrit un très long article sur la location meublée. D'accord. Qui est toujours extrêmement bien positionné. C'est un des premiers articles sur Google. Si vous tapez investir en location meublée. On mettra le lien dans la description du podcast. Et ça, donc, c'est un des articles piliers qui m'a amené des clients. Ouais. D'accord. Donc là, on va dire que tu as beaucoup de personnes qui t'ont appelé pour du LMNP, donc du loueur meublé non professionnel, par exemple. Et quand tu les as reçus, ils avaient peut-être besoin d'un LMNP, mais pas que. Ou autre chose. Exactement. Donc,
Donc bon, après, dans le profil client, ceux qui investissent en immobilier sont souvent ce qu'on appelle des clients en constitution de patrimoine, parce que l'effet de levier par le crédit est hyper puissant. Mais un client fortuné va avoir beaucoup moins d'immobilier. Plus de financiers, du coup. Et beaucoup plus de financiers. Parce qu'on ne gère pas un patrimoine de plusieurs dizaines de millions d'euros avec des studios. Oui. On gère ça plutôt dans un contrat luxembourgeois ou une holding qui peut avoir de l'immobilier, mais la gestion est quand même pas la même et c'est pas les mêmes types de clients. Donc, quand ils viennent, en général, ils veulent se constituer un patrimoine immobilier. Pour avoir des revenus complémentaires. Donc là, on peut se diversifier avec d'autres solutions qui sont donc de l'assurance vie, avec de l'épargne, des CPI. Et ne serait-ce que dans la location meublée, il y a plusieurs types. Il y a les résidences-services, il y a le neuf, il y a l'ancien. En 2011, 2012, le résidence-service était assez connu. C'est-à-dire les résidences-services, c'est les résidences étudiantes, EHPAD, etc. Donc, la location meublée directe a été assez peu répandue parce que dans le neuf, les gens faisaient plutôt du cellier à l'époque. C'est ça. Et des offres d'anciens, il n'y en avait pas. D'anciens meublés qu'on pouvait faire. Alors, ça existait, mais c'était pas démocratisé, quoi. C'était pas démocratisé, et surtout il n'y avait pas de gens il n'y avait pas d'entreprise qui permettait de le faire avec une solution clé en main. Ouais. Donc on a fait. J'imagine que t'avais la carte d'agent immobilier, donc on aurait pu faire des transactions. Enfin, t'aurais pu faire des transactions, mais en gros, la difficulté après d'effectuer les travaux, de meubler du coup, de mettre en place le premier locataire, de gérer. Effectivement, c'était un produit qui était peut-être un peu plus compliqué à proposer à l'époque. Oui, c'est clair. C'est pas que c'est beaucoup plus compliqué à proposer parce que trouver des biens dans l'ancien, on sait la difficulté que c'est de chasser, faire une offre au bon prix, évaluer les travaux, même aider, c'est pas simple. Donc non, on se cantonnait de faire des résidences-services et d'utiliser l'amortissement hyper intéressant fiscal par la résidence-service. Et pour certains, par exemple les expatriés, on faisait du neuf meublé. Mais on ne faisait pas, ou très peu, en tout cas, alors que c'est bien sûr extrêmement intéressant, mais on n'avait pas de solution qui permettait à plusieurs clients par semaine, un grand nombre de clients, de faire des opérations dans l'ancien comme ça. Des opérations dans l'ancien, c'est vraiment difficile. De manière plus générale, on sait que les Français sont très attachés à la pierre, et j'imagine même que des profils qui, au final, seraient plus typés financiers, insistent pour investir dans l'immobilier. Oui, alors donc c'est pourquoi l'immobilier tout le temps, en fait, ça revient en permanence. Au final, d'abord investir en immobilier. Alors il y a beaucoup de croyances qui sont ancrées, qu'on voit souvent chez les jeunes, et parfois je mets très souvent le doigt dessus. Il faut d'abord son toit, il faut acheter sa résidence principale. Donc il y a cet imaginaire du client est prudent, on achète de l'immobilier, c'est du dur, ça peut pas partir, on peut pas nous le prendre. Aussi, encore une fois, l'immobilier, il y a un imaginaire de ceux qui veulent investir dans l'immobilier, souvent ils n'en ont pas. Oui, naturellement. S'ils veulent investir, ils en ont pas assez. Énormément. Ils en ont pas énormément. Ouais. Ils en ont pas assez. On revient au profil. Les clients qui veulent investir en immobilier sont souvent des clients qui doivent se constituer un patrimoine qui n'en ont pas. Et encore une fois, l'effet de levier du crédit est hyper puissant. Vous n'avez pas de patrimoine, demain vous empruntez, vous en avez 200 000, 300 000 en fonction de ce qu'on vous prête. Et potentiellement, les loyers couvrent les crédits, les mensualités de crédit. Et si vous achetez votre résidence principale, c'est pas dans le loyer. Donc, c'est quelque chose de très simple à comprendre. Et ce qui est marrant, parce que ce discours-là, il est un peu, c'est juste l'inverse du discours d'une banque. Une banque, par exemple, pour financer l'investissement locatif, c'est-à-dire d'abord, je préfère que vous achetez votre résidence principale et après vous venez me voir et à ce moment-là, je financerai éventuellement votre projet locatif.
Ouais. Alors, le problème, c'est que dans nos schémas aujourd'hui, dans les zones chères comme à Paris et en Île-de-France, si vous investissez en résidence principale, vous avez très forte chance de perdre de l'argent. Bah, surtout déjà d'être au taquet, c'est-à-dire 33 un tiers déjà. Exactement. Non seulement perdre de l'argent parce que si vous devez le revendre, ben vous allez perdre des frais, etc. parce qu'on est au taquet. Si vous le louez, vous aurez un rendement médiocre. Et si vous le gardez, tout simplement parce que vous êtes mis au taquet et que vous voulez continuer faire un nouvel investissement locatif, vous aurez une mensualité de crédit qui fait que vous ne pourrez plus investir. Donc c'est rare à Paris et Petite Couronne que quand on veut se constituer un patrimoine, donc plutôt quand on est jeune ou en tout cas on n'est pas proche de la retraite et qu'on n'a pas un patrimoine très conséquent, que la résidence principale est la bonne solution. Quand on sait les risques de divorce, de séparation, de vouloir tout simplement aussi déménager, de vouloir une pièce en plus, une pièce en moins. Donc tout ça, c'est des facteurs qui font que la résidence principale, il y a peu de chances que vous restiez dedans 10 ans. Souvent le meilleur moment, c'est quand je viens de me marier et qu'on va faire le premier enfant. Là, peut-être que vous allez rester plus de 10 ans. Et encore, si vous vous séparez pareil, que vous n'avez pas envie de bouger. Non, c'est sûr. Donc, l'investissement locatif est quand même ce qu'il y a de plus rentable aujourd'hui. Enfin, ce qu'il y a souvent le plus optimal aujourd'hui. Mais la génération de nos parents, je vais vous dire ce qu'ils font. Moi, j'en vois des dizaines et des dizaines de patrimoines différents. Ils achètent leur résidence principale. S'ils ont réussi, peut-être une résidence secondaire. S'ils ont réussi et qu'ils avaient un peu d'argent en plus, ils ont peut-être un ou deux studios par-ci par-là. Oui, en plus dans une vision un peu plus patrimoniale, je mettrai mon petit-fils, ma petite fille. C'est ça. Je lui donnerai, ça lui fera son premier appartement. Le toit sur la tête. C'est exactement ça. C'est l'ancienne génération, c'est l'immobilier, c'est le toit sur la tête. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, on va dire génération Y. Ça serait plutôt louer sa résidence principale pour pouvoir bouger plus souvent en fonction de ses besoins et au final investir dans l'immobilier. C'est ça. En fait, la nouvelle génération, alors ils ont quand même du mal. Ils ont encore ancré l'héritage des parents. Oui, ils gardent même un jeune aujourd'hui, il dit je veux acheter ma résidence principale peut-être, etc. Ça reste important, ils veulent reproduire le schéma. Et je leur dis vous êtes en train de reproduire le schéma de vos parents. Et j'explique ce que je viens de dire. Par contre, là où ils entendent l'argument de l'investissement locatif, c'est par rapport à la liberté. Je dis quand vous êtes locataire de la résidence principale, vous pouvez partir quand vous voulez. Vous pouvez changer d'appartement quand vous voulez. Vos investissements locatifs, s'ils sont payés, qu'ils sont en cash flow positif, ça paye les loyers de votre résidence principale. C'est ça. Donc non seulement ça répond à leur objectif de constitution de patrimoine, ça répond aussi parce que je veux ma résidence principale. Oui, mais vos investissements locatifs, ils payent votre résidence principale. Oui, c'est ça. En fait, tiens, d'ailleurs, on va revenir un peu à ta clientèle. On va rester sur la même génération, génération Y, pour faire simple. Ils ont déjà qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont leurs profils, ces personnes-là. Le client qui est né dans les années 80 entre 85 et 90, qui est assez jeune du coup, qu'est-ce qu'il veut? Alors il y a déjà ce qu'on entend énormément, c'est la liberté financière. Pour eux, la retraite, ça leur parle pas. Donc, et pour nous aussi. Donc, on veut pas finir à 65 ans avec un tiers de notre salaire de salarié. Oui. Donc, pauvre retraite. Alors, soit il faut partir du pays et aller vers un pays un peu moins cher. Moins cher, ouais. Bon, après, ça existe. Il y a beaucoup d'expatriés, mais 20% de mes clients sont expatriés. Ouais. Mais disons que la majorité, c'est l'indépendance financière, c'est prendre sa retraite plus tôt, avoir justement le plus de liberté possible par rapport au travail et pas attendre 30 ans la retraite avant de m'en libérer. Et ça, encore une fois, c'est le profil de constitution de patrimoine parce que on a des clients fortunés et qui ont vendu leur entreprise, qui ont vendu leur start-up. C'est plus pareil parce que là, on investit le patrimoine et ils ont leur liberté.
Donc, je parle de ceux qui sont dans un schéma normal, qui vont gagner entre 40 et 150 000 euros par an. D'accord. Donc ça, c'est on va dire le panier moyen du profil type de ton client, de client Kelsey Patrimoine. C'est le panier moyen, mais en quantité, mais en fait en quantité, mais pas en volume. Pas en volume, ouais. Parce qu'évidemment, un client qui a plusieurs dizaines de millions d'euros, il couvre un petit jeune qui a 100 000 euros, qui a bien réussi, qui achète ses apparts. Bien sûr. Ouais. D'ailleurs, pour nous faire rêver un petit peu, donc le client qui arrive avec qui a revendu sa startup par exemple, qui a, je sais pas, 10 millions d'euros à placer, qu'est-ce que tu lui conseilles en 2020? Qu'est-ce que tu lui conseilles aujourd'hui? Bon, 10 millions, c'est un gros montant, c'est rare. Donc souvent, il avait une belle startup, il a vendu. Ouais, non, mais je dis juste, c'est des montants assez conséquents. Ce qu'on voit beaucoup, c'est plutôt entre 3 et 5 millions. Parce que c'est simple, hein, déjà, il faut vendre à 10 millions et souvent, il y a des associés. Donc, c'est pour ça que c'est dur d'avoir 10 millions net dans sa poche. Mais c'est la parenthèse. Donc, quand tu as un client à 10 millions, il y a une notion de gestion qui est importante parce que je sais pas, vous avez même un client qui va avoir 1 million, 2 millions de patrimoine, il va se rendre compte qu'il a plein de contrats d'assurance vie, qu'il a plein de biens immobiliers, que c'est un peu le bazar. Ouais. Alors, il en a plus de 10 millions. Donc, il y a quand même, faut qu'il y ait une cohérence de gestion pour pas que ça lui bouffe son temps. Non. Donc, on va utiliser énormément du private equity. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est? Ouais, le capital investissement. Bon, en fait, la finance, en termes très basiques, c'est financer des choses. D'accord. Il y a deux grands types. La finance de marché, donc les marchés financiers, où on finance du côté. Donc, il y a un prix au jour le jour. Donc le CAC 40, etc., le Nasdaq, et les titres qu'on entend tous les jours à la télé et dans les médias. Alors que le non-coté, c'est tout ce qui est en dehors des marchés financiers, c'est-à-dire en fait les entreprises, l'économie, d'accord. Absolument tout. Avec cet avantage qu'il n'y a pas de facteur exogène sur l'évaluation de l'opération, de la PME, parce que il n'y a pas un prix tous les jours. Non. C'est juste combien ça vaut. Et à l'instant T. À l'instant T. On pourrait presque dire que l'immobilier, c'est du private equity parce que c'est pas sur les marchés financiers. C'est ça. C'est du non-coté. Donc, on utilise beaucoup les fonds qui vont investir dans des opérations de marchand bien, des foncières, des financements de promotion immobilière, ça c'est pour les stratégies immobilières, ou tout ce qui est dans l'investissement dans les PME non cotées, donc des entreprises qui vont aller chercher des nouveaux marchés, acquérir des concurrents, donc ils ont besoin d'argent pour absorber ces concurrents, pour aller, donc ils ont besoin d'argent, ils lèvent de l'argent, c'est pas sur les marchés financiers, c'est par rapport avec de l'argent privé ou d'institutionnel. D'accord. Comment tu gères le risque? Parce qu'au final on va parler de choses qui sont entre guillemets de plus en plus risquées. Bah, c'est simple. Donc ça, c'est une départ, mais il y en a d'autres. On va faire c'est des rentabilités qui vont de 6 à 25% cible. Donc quand on est à 6% de rentabilité, on est quand même sur du private equity hyper prudent. Safe. Ouais. Donc c'est une foncière. Donc il y a des immeubles et c'est loué. Ça, voilà. Bon, c'est la gestion bon père de famille. Ouais, c'est ça. Donc bon, la particularité, c'est que c'est assez peu liquide. Il faut le capital investissement. Donc là, c'est une gestion du risque en fonction des objectifs de rentabilité et des stratégies qu'il y a dedans. Quand on investit dans un fonds de start-up, c'est pas pareil que d'investir dans une foncière immobilière. Non. Il y en a un qui fait 6 et l'autre qui vise du 25. C'est ça. Voilà, mais t'as un risque, enfin, les startups par exemple, 1 sur 10 qui reste c'est ça. Vivante après 3 ans, quoi. Faut qu'en fait, dans le tas du fond, faut qu'il y en ait une qui vraiment qui cartonne et toutes les autres elles sont mortes. C'est ça. C'est comme ça que ça marche. Donc capital risque. Donc on évalue sur cette partie-là, c'est que le client est prêt à bloquer du capital et quelle part de risque il veut prendre. Après, adossé à ça, on met des parts liquides, ce qui est liquide, donc de l'assurance vie, c'est ce qui est le plus utilisé. Pour les gros clients, on utilise beaucoup l'assurance vie au Luxembourg.
D'accord. Pourquoi Luxembourg? Parce qu'il y a des opérations qu'on peut pas faire en assurance vie en France. D'accord. C'est pas du tout une question de cacher son argent, c'est complètement déclaré, etc. C'est juste, par exemple, on a beaucoup plus d'effets de levier. Si vous mettez 10 millions sur un contrat luxembourgeois, en claquant des doigts, vous en avez 5 de plus. D'accord. Parce que la banque luxembourgeoise vous le prête. Ok, donc c'est plus effectivement c'est plus intéressant. Donc on a 15. De 10, on passe à 15 tout de suite. D'accord. En un clin d'œil. Et puis à l'intérieur, on peut avoir des unités de compte, des fonds classiques. On va pouvoir mettre des parts institutionnelles avec beaucoup moins de frais. On va pouvoir mettre un gérant sur mesure qui va acheter des titres en direct. Donc ce qui n'est pas possible dans une assurance vie française. D'accord. Donc les gros clients qui peuvent aller chercher de l'effet de levier, des opérations on peut mettre aussi des fonds de capital investissement dans l'assurance du luxembourgeoise en grande quantité et en très large choix, ce qui n'est pas possible dans un contrat français. D'accord. Donc c'est comme une sorte de holding. On va faire ça donc il va y avoir sans doute un mix de ça. Et après en général 10 millions, on va peut-être avoir un immeuble ou deux si le client aime ça. D'accord. S'il a envie de revenus, par exemple, passer en LMP. Mais souvent, le client, il n'a pas envie de s'embêter. Oui, donc là, il recherche plutôt sa tranquillité, mais avec des placements quand même, avec un bénéfice-risque. En tout cas, une aversion au risque moyen. Bon, ça dépend du client, mais souvent, le client... Un peu mesuré, quoi. Ça dépend de son âge, ça dépend du client. Quand le jeune qui vend sa start-up et qui a plusieurs millions, il va vouloir, en général, il va vouloir être agressif. Ah ouais? Ouais. S'il la vend à 50 ans, il va l'être beaucoup moins. Lui sera, celui qui a 50 ans, il sera plus peut-être dans la transmission. Lui, en tout cas, assurer ses vieux jours et transmission patrimoine. Et puis, en général, il est fatigué. Il est fatigué, oui, évidemment. Ton produit phare, toi, pour l'année 2020, t'as quelque chose que t'aimes bien travailler? Moi, j'aime bien travailler l'immobilier à l'étranger. Donc, on fait pas mal de SCPI qui investissent à l'étranger. C'est du quorum, par exemple? Du quorum Excel, là. Ouais, du quorum. Et puis, tout ce qui est opération de marchand de biens. D'accord. Donc là, en private equity. La location meublée pour la constitution de patrimoine sur les clients qui veulent passer de 0 à 1 voire 2 millions, c'est quand même ultra efficace. Mais donc on va dire constitution de patrimoine, location meublée, revenus complémentaires, retraite, SCPI, c'est assez efficace. Ouais. Quand on veut rien faire et diversifier. Et pour les gros clients, private equity et assurance luxembourgeoise. D'accord. Bon, ça le mérite d'être assez clair. Les perspectives pour 2020 de Cassis Patrimoine? Écoutez, grandir l'équipe. Donc mon cabinet fait partie d'un groupement. On a 17 collaborateurs qu'on mutualise avec les 70 cabinets. Et là, j'ai 2 collaboratrices. Donc j'espère pouvoir accomplir leur formation, les recruter parce qu'aujourd'hui elles sont alternantes et encore embaucher et agrandir le cabinet et puis bien sûr avoir de plus en plus de beaux clients. D'accord. Si on veut venir te voir ou te contacter, un site internet, oui, bien sûr, une adresse mail, quelque chose que tu souhaiterais donner? Sur cassispatrimoine.com, il y a toutes les informations, les formulaires. Voilà, avec plaisir. Bon, Anthony, merci pour toutes ces informations. Merci de me recevoir surtout. Merci à toi, Loïc. Merci. À plus. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas à parler de Club Deal autour de vous et à commenter et me laisser une note 5 étoiles. Ça m'encourage énormément et me permet de remonter dans les classements iTunes. Si vous avez des questions, des remarques et des idées de sujets auxquels vous aimeriez participer, vous pouvez m'envoyer un message via Instagram, Loïc-OD, AUDET. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine pleine d'opportunités rentables et à bientôt sur Club Deal.